Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, moi c'est le cas en tout cas pour cette nouvelle vidéo de science, de médecine, dont j'espère que vous apprécierez, et surtout commentez, c'est très important, c'est capital pour moi les commentaires, parce que ça me permet au moins de savoir un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo, tout ça, de ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit, est-ce que ça vous a surpris, est-ce que vous avez des choses, est-ce que vous avez vu des erreurs, tout cela, bref, vous me dites tout ça en commentaire, surtout commentez. Bref, je pense que je me suis bien fait comprendre en tout cas, voilà. Donc l'intestin grêle, c'est l'organe que je vais parler, puisque c'est l'organe qui est indispensable pour la digestion, mais j'y viendrai après pour son rôle. On va déjà parler de l'anatomie. Où il se situe, c'est très simple, il occupe toute la cavité abdominale, voilà. Il est entouré par le gros intestin, mais ça on y ira dans une prochaine vidéo de cet organe. Donc l'intestin grêle, il fait 6 mètres de long, écoutez bien, donc c'est l'organe le plus long du corps. Par contre, en revanche, il est très étroit, il ne fait que 3 cm à peu près de diamètre. Donc c'est très étroit, mais très long en longueur. En fait, c'est comme si que pour un petit peu plus de facilité, c'est comme si c'était un tuyau d'arrosoir en fait, qui est tout replié sur, qui est replié sur lui-même dans le ventre. Voilà, c'est ça en fait. Il y a 3 parties dans l'intestin grêle. La première, c'est le duodénum, qui est raccordé donc à l'estomac avec le pylore, la dernière partie de l'estomac, donc le pylore. C'est là où l'estomac il prédigère les aliments, on est bien d'accord. Par le pylore, eh bien, ça va s'ouvrir, petit à petit, le pylore va s'ouvrir et va laisser passer la petite quantité d'aliments qui vont entrer dans le duodénum. À ce moment-là, on appelle ça le chyme, qui est acide à ce moment-là, parce que vous savez très bien que l'estomac est très acide. Hein. Donc, le chyme acide arrive petit à petit dans le pylore, dans le duodénum, pardon, grâce au pylore, justement, qui s'ouvre à ce moment-là, hein, petit à petit. Je crois que les aliments doivent faire moins de 2 cm pour entrer dans le duodénum. Donc, voilà. Et ensuite, le duodénum, c'est un véritable carrefour, parce qu'il y a la vésicule biliaire qui est raccordée avec, là où donc la bile va être sécrétée par cette vésicule biliaire. La bile, ça sert à quoi? Ça sert à décomposer les graisses en micro-gouttelettes, voilà, pour que ça soit absorbé par la muqueuse intestinale, dont on y viendra après. Mais il n'y a pas que la vésicule biliaire, il y a un organe essentiel pour la digestion, voire même indispensable également, c'est le pancréas, qui va donc libérer donc, des sucs pancréatiques, des enzymes digestives, donc qui sont indispensables pour le corps humain. Sinon, ça entraînerait beaucoup de problèmes au niveau de la digestion. Hein. Ensuite, tous les sucs pancréatiques et la bile de la vésicule biliaire vont donc se combiner ensemble, ils vont neutraliser l'acidité du chyme, parce que comme ça revient de l'estomac, c'est très acide, et il ne faut pas que ça le soit dans l'intestin grêle, qui lui ne l'est pas, ce n'est pas un terrain acide. Pourquoi il y a de l'acidité dans l'estomac? C'est pour neutraliser surtout les bactéries qu'il y a dans les aliments. Voilà, c'est ça que ça sert. Mais ensuite, il faut que ça sera neutralisé, et c'est grâce notamment au pancréas qu'il n'y a plus d'acide dans l'estomac, c'est du bicarbonate en fait, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, le chyme, qui n'est donc plus acide, vu qu'il y a eu les sucs pancréatiques et la bile de la vésicule biliaire, il va, par sa muqueuse, la muqueuse duodénale, va donc absorber, ça va créer des sels minéraux assimilables pour le corps à ce moment-là, grâce au combinement de ces deux substances que j'ai dit, donc la bile et les sucs pancréatiques. Ensuite, ça va continuer à progresser. Le duodénum fait à peu près 25-30 cm de long, il me semble, à peu près, donc c'est très approximatif, hein. C'est pas grave. Ensuite, la deuxième partie, ça va continuer, hein, le bol alimentaire, le chyme, qu'on appelle à ce moment-là, il va donc continuer à progresser le long de l'intestin grêle, et c'est sa deuxième partie, à savoir le jejunum. C'est là où la partie la plus importante donc, de l'intestin grêle, hein, la partie centrale, où ça sert à quoi? Ça sert à absorber les aliments. Donc à ce moment-là, ça devient donc des nutriments, parce que la muqueuse intestinale est groupée de villosités qui sont elles-mêmes regroupées en microvillosités. Et c'est quoi en fait? Ce sont en quelque sorte des petits doigts, hein, qui permettent d'absorber donc les nutriments à travers la muqueuse intestinale. Donc voilà, à travers les vaisseaux sanguins donc, et les vaisseaux lymphatiques. Donc à ce moment-là, eh bien, tout va aller dans le sang. Tout ce qu'on a à manger va aller dans le sang. Voilà. À ce moment-là, bien sûr, la quantité est très minuscule là, pour que ça passe dans justement le sang. Voilà. L'intestin grêle ensuite, ça continue à progresser bien évidemment. Hein. Après ça va dans la troisième partie, à savoir l'iléon, la dernière partie qui continue à poursuivre la digestion bien évidemment, mais à ce moment-là ça va aussi absorber certaines vitamines, notamment la vitamine B12, des sels minéraux également, tout cela. De l'eau ça va aussi absorber il me semble. L'iléon, hein, donc c'est la troisième partie qui est raccordée avec le gros intestin, avec le sécom, mais ça on y viendra plus tard pour le gros intestin, nous n'en parlerons pas dans cette vidéo là. Donc voilà, vous avez compris, hein, en gros ça sert à quoi l'intestin grêle? Eh bien c'est là où les aliments passent dans le sang, voilà. C'est là où justement tous les organes vont être
Il va avoir du carburant en quelque sorte, voilà. Évidemment, on ne peut pas vivre sans l'intestin grêle, ce n'est pas possible. Encore, sans estomac ou sans gros intestin, on peut vivre, mais pas l'intestin grêle. On peut enlever quand même des bouts l'intestin grêle, hein. Notamment pour, par exemple, le cancer de la vessie, par exemple. On enlève donc la vessie, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reprend à peu près, je ne sais plus combien de centimètres d'intestin grêle, mais on le coupe, et on recrée une vessie avec l'intestin grêle. Vous imaginez? Bon, bien sûr, ce n'est pas la même chose pour uriner. Il faut donc jouer beaucoup sur la respiration, il me semble, les muscles abdominaux, tout ça pour uriner. Ce n'est pas aussi facile que quand vous avez la vessie, parce que justement, il n'y a pas tous ces signaux nerveux. L'intestin grêle, enfin, je veux dire, l'intestin qui s'occupe de la vessie, n'est pas... c'est pas les mêmes signaux nerveux, il me semble. Hein. Voilà, parce que c'est pas son rôle, notamment l'intestin grêle. Mais bon, il peut aussi servir pour créer une vessie. Voilà. Mais on peut pas vivre sans intestin grêle, on peut pas tout enlever, c'est pas possible. Hein. Ça, vous l'aurez compris. Ensuite, on va parler donc des maladies qui peuvent le concerner. C'est vrai que, étonnamment, on en parle peu des maladies, on parle surtout de ceux de l'estomac ou du gros intestin, du côlon. Hein. Mais l'intestin grêle, c'est très rare, et nous allons en venir une qui est certainement la plus connue, il me semble bien, c'est la maladie cœliaque, ou intolérance au gluten, en quelque sorte, on pourrait appeler ça comme ça. Voilà, c'est quoi la maladie cœliaque? C'est une maladie auto-immune, qui donc, ça va se retourner contre l'intestin grêle, en fait. Alors, vous savez, le gluten, c'est présent dans de nombreux aliments, dans la farine notamment, le seigle, l'orge, par exemple, là, bref. Et cette protéine va donc irriter la muqueuse intestinale. Vous comprenez? Ben, du coup, comme la muqueuse de l'intestin grêle est irritée, eh bien, ça va absorber moins de nutriments dans le sang, puisque c'est irrité forcément. Donc ça va créer des symptômes. Et les symptômes sont assez peu typiques, puisqu'on peut les confondre avec des maladies du gros intestin, justement, comme le côlon irritable, comme la maladie de Crohn, admettons. Alors les symptômes, ce sont des diarrhées, des ballonnements douloureux, hein, ils sont douloureux ces ballonnements. On peut aussi avoir des selles qui sont un peu décolorées, je veux dire qu'ils ne sont pas très colorées, et des selles nauséabondes, ils sentent très mauvaises. Ça sent, ouais, oui, bien sûr, une selle ça ne peut pas sentir la rose, on le sait très bien. Mais là encore plus que d'habitude. On peut aussi avoir des lésions, il me semble, nerveuses, hein, des trucs comme ça. Et on peut aussi être anémié avec le fer, puisque justement, l'intestin grêle, et comme il est irrité, il absorbe moins de fer. Et du coup, moins de fer, on est irrité. On est irrité. Ah, ça c'est une belle bêtise. On est anémié. Vous comprenez? Donc voilà. Pour confirmer si on a la maladie cœliaque, c'est vraiment compliqué, puisqu'il faut notamment, avant tout, de faire un examen, il faut vérifier les aliments. Donc il faut continuer à consommer du gluten à ce moment-là, et vous allez voir quel type d'aliments qui vous font avoir justement tous ces symptômes, ballonnement, diarrhée, machin, truc. Et dès que vous avez trouvé un aliment, par exemple, vous faites une liste d'aliments, et un aliment, vous mangez un aliment, et vous n'avez pas ces symptômes, c'est-à-dire que ce n'est pas cet aliment-là qui vous crée ces symptômes. Vous mangez un autre aliment, et là, vous avez des symptômes, douleurs abdominales, ou des ballonnements, des trucs comme ça, des diarrhées, et donc lui, il est à bannir à ce moment-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour vraiment confirmer le diagnostic de la maladie cœliaque, on fait une biopsie intestinale, donc la muqueuse intestinale. Et là, on va voir vraiment si vous êtes intolérant ou pas. Et parce qu'on va voir la muqueuse qui est irritée, tout simplement. Voilà. C'est quoi alors pour guérir de la maladie cœliaque? Eh bien, c'est très simple. Il ne faut plus consommer un régime strict et à vie, me semble. Il ne faut plus consommer tout ce qui est de gluten. C'est vraiment très compliqué, puisque maintenant, le gluten est présent dans de nombreux aliments, même dans la charcuterie, j'ai déjà vu, parce que quand j'en mange un aliment, je vois qu'on contient gluten, dans des boîtes de conserve, il peut y avoir, dans les lentilles, tout ça, vous savez. Du gluten, on en trouve quasiment partout. C'est ça l'industriel, hein. C'est vraiment malheureux à dire, et ça irrite énormément la muqueuse intestinale. Et d'ailleurs, certains ont cette muqueuse irritée, mais ils ne savent pas qu'ils sont intolérants au gluten, même s'ils ont les symptômes. Mais ils vont se douter que c'est passager, tout cela. Non, et ça va surtout rester. C'est là, plus ça reste, et ben là c'est là qu'on va commencer à s'interroger, donc à faire les examens, à déjà demander l'avis de son médecin. On peut aussi faire, on doit aussi faire d'ailleurs, une prise de sang pour la maladie cœliaque. Hein, important aussi. Notamment, bah là vous allez voir si vous êtes en manque de fer ou pas. Et si vous êtes en manque de fer, c'est donc un indice qui est fort probable pour confirmer la maladie cœliaque. Et bien sûr, on peut confirmer juste avec la biopsie. Donc voilà. Là, après les villosités qui sont de l'intestin grêle, qui sont irritées, qui sont tout cela, eh bien ils vont guérir d'eux-mêmes si vous ne consommez plus de gluten. Alors c'est très long par contre.
Ça peut durer 1 an ou 2, il me semble, quelques mois ou 1 an à peu près. Donc c'est très variable, mais parfois, tellement que c'est irrité, il me semble que ça ne se remet pas. Ça se remet, mais pas tout. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de la muqueuse qui est un peu irritée. Mais bon, sinon, en général, ça se remet. Hein. Allez, ça, quand vous ne consommez plus de gluten, la guérison revient. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui est difficile à vivre au quotidien, j'imagine, parce que il faut quand même lire, s'intéresser aux aliments, notamment, c'est tout à fait normal, pour voir s'il n'y a pas de gluten, tout ça, tout ce qui peut irriter la muqueuse intestinale. Avec la testacrèle, on peut aussi être intolérant au lactose, donc au lait, avec la protéine du lait, donc on est intolérant aussi, ça existe. Il y a beaucoup d'allergies et d'intolérances alimentaires avec la testacrèle, hein, vous savez. Une autre maladie de l'intestin grêle dont on n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs c'est très rare qu'on en parle, c'est le cancer de l'intestin grêle. C'est vraiment un cancer qui doit être très rare, il me semble bien, parce qu'on parle surtout du colorectal, mais on ne parle pas du cancer de l'intestin grêle. Et pourtant je sais qu'il existe, parce que j'ai vraiment été surpris quand je me suis intéressé à cela. Et je me suis dit, c'est bizarre parce qu'on n'en parle jamais, même dans les bouquins que j'ai, hein, ils n'en parlent pas. Mais il existe pourtant, il est très rare, il me semble bien, mais il existe. Les symptômes doivent être quand même similaires au colorectal. Quoi qu'il doit y avoir quelques petites différences notables, peut-être, au niveau notamment de la diarrhée. Il doit y avoir des diarrhées, des abdominaux, j'imagine des selles qui sont à ce moment-là un peu décolorées. C'est un peu comme la maladie cœliaque en quelque sorte. Hein. Mais l'intestin grêle, je pense que c'est surtout des diarrhées pour le cancer de l'intestin grêle. Je parle peut-être pour ne rien dire parce que je ne connais pas vraiment à ce niveau-là. Mais voilà, mais je sais que ça existe pour ceux qui pourraient être surpris. Oui, ça existe. Alors c'est pas vraiment une maladie, mais c'est une pathologie qui est très grave par contre, c'est l'occlusion intestinale, l'occlusion grélique. Alors là attention parce que c'est vraiment catastrophique, hein. Vous savez très bien que comme il est très étroit, 3 cm de diamètre seulement, l'intestin grêle peut être... il peut y avoir une occlusion intestinale, donc à ce moment-là, les aliments, tout ça ne progresse plus dans l'intestin grêle. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'ils sont proches... Si par exemple, admettons, l'occlusion est proche de l'estomac, du coup les aliments, admettons c'est un bouchon. Donc ça c'est le bouchon, les aliments ils sont là, ils progressent, et là ils peuvent plus, il y a le bouchon. Et tout ce qui va suivre derrière, hop, ça va faire ça. Vous avez un peu le genre, ça va bloquer. Et du coup, ça va remonter dans l'estomac si c'est proche de l'estomac. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir un vomissement fécaloïde. C'est vraiment un vomissement alarmant puisque ça veut dire qu'il y a une occlusion intestinale. Fécaloïde, eh si vous avez compris, hein, c'est des matières fécales en quelque sorte, même si ça n'a pas été, ça n'a pas été absorbé tout ça, mais voilà, c'est quand même, vous vomissez en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire quoi? C'est vraiment catastrophique, c'est vraiment très grave. Et à ce moment-là, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut se faire opérer, je veux dire, hein, parce que sinon, on en meurt forcément. Hein. Voilà. Comment on peut avoir une occlusion intestinale? C'est très variable, ça peut être un cancer, mais c'est très rare. Mais c'est souvent suite à une opération de l'abdomen. Vous savez, comme l'intestin il est tout replié sur lui-même, ça peut créer des zones herniées. À ce moment-là, vous savez, comme ça, par exemple, là c'est replié, et hop, 2 zones vont se rencontrer, et ça va se tordre. Et du coup, comme ça se tord, le bol alimentaire, le chyme, tout ça, n'importe ce que vous voulez, les aliments, ne peuvent plus progresser dans l'intestin grêle, puisque c'est tordu. C'est coincé donc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une occlusion. Voilà. Je n'ai pas vraiment d'autre chose à dire. J'ai oublié de dire une chose essentielle, c'est que le temps de digestion dans l'intestin grêle dure à peu près 4 heures, 6 heures, ça dépend, c'est variable, mais voilà. Il y a aussi tout ce qui est fibres alimentaires que l'intestin grêle ne digère pas, notamment la cellulose qui n'est pas digérée dans l'intestin grêle, ça passe directement donc les parois sans être absorbé, et ça va donc être, c'est surtout très bon pour le gros intestin. Ça on y viendra plus tard dans la vidéo comme je l'ai dit. Alors j'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo de médecine. Surtout n'hésitez pas à commenter, je vais dans des vidéos, j'attends que ça forcément. Et si vous avez des choses, des maladies de l'intestin grêle, ou si vous avez des choses de l'intestin grêle, vous me le dites en commentaire, partageons cette passion que j'aime énormément vous faire partager, j'espère en tout cas que vous apprécierez. Et la prochaine vidéo que je parlerai, c'est surtout du gros intestin, un organe qui est quand même différent de l'intestin grêle, parce que même si on a 2 intestins, ils ne sont pas les mêmes. On peut avoir 2 reins, on a 2 reins, c'est sûr qu'on a 2 reins, hein. On a 2 reins, on a 2 poumons, ils sont similaires. Par contre, les intestins, non, ils sont différents. L'un absorbe les éléments vraiment indispensables pour le corps, protéines, glucides et lipides. Et l'un fait les sels et surtout absorbe l'eau, tout cela. Voilà. Donc, ils ne sont pas les mêmes du tout. Allez, salut à toutes et à toutes. Portez-vous bien. Bye bye.